Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au dernier. Alors, pour cette deuxième discussion de la matinée, on va parler de culture et de revitalisation du territoire. J'ai 4 invités avec moi. Nord, sud, ouest, est. C'est comme ça qu'on vous a trouvé, ce qui me semble. Alors, cette première discussion, elle va porter sur les questions de revitalisation pour tenter de dresser ensemble un premier modèle lorsqu'on parle de revitalisation du territoire. On va notamment parler de modèles de collaboration, de questions de gouvernance, de modes d'organisation, avec les différents acteurs impliqués sur vos différents territoires. Alors avant de plonger dans notre discussion, laissez-moi vous présenter chacun de nos 4 invités. Leur biographie est en ligne, donc je vous laisserai la consulter. Mais là, je vais vous parler de leur projet. Je vais commencer par Paul-Hugo Baptiste, qui est à ma gauche, qui est directeur du corridor culturel. Alors, le corridor culturel, c'est quoi? C'est une initiative qui est propulsée par MR63 et qui veut faire découvrir les lieux culturels et redynamiser les quartiers du Sud-Ouest et du Vieux-Montréal par une programmation culturelle à l'année longue, en particulier dans le quartier de Griffintown. La mission du corridor culturel est notamment de faire rayonner la créativité, l'art, le patrimoine et les communautés en mettant de l'avant une riche programmation avec des expositions d'art et des expériences immersives. Ça va? Pas facile de résumer tout ce que vous faites en quelques lignes. Je vais continuer avec Stéphanie Bernard. Bonjour Stéphanie, qui est agente de développement culturel pour l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Alors, l'arrondissement d'Annecy-Cartierville a un souhait, c'est que chaque individu et chaque famille puissent accéder facilement et à l'année longue à une offre culturelle de qualité. Et en 2022-2023, l'arrondissement a initié des démarches de consultation citoyenne et des ateliers participatifs afin de mettre sur pied un plan de démarrage spécifique à chacun des 3 secteurs visés sur le territoire, notamment les quartiers culturels de Fleury-la-Jeunesse, du district central et de Cartierville. En amont, des consultations en ligne et en personne ont permis d'obtenir 777 réponses de citoyens et citoyennes, suivies par des ateliers où un total de 12 artistes ou organismes artistiques et 25 organismes communautaires ont été consultés. On va en parler plus longuement lors de cette discussion. Le 3e invité, Stéphane Ricci, qui est urbaniste et vice-président développement de la société de développement Angus, qui va nous parler du projet de revitalisation du vieux Pointe-aux-Trembles. Alors, quelques mots sur le projet de revitalisation du vieux Pointe-aux-Trembles. Il a pour objectif d'insuffler une nouvelle vitalité au cœur du village historique qui souffre de dévitalisation depuis plus de 30 ans, en s'appuyant notamment sur l'identité locale pour créer un milieu de vie authentique, favorisant une forte appropriation citoyenne. Alors, ce projet est composé de 2 phases. On va les aborder au cours de notre discussion. La première phase qui est en voie de réalisation et qui prévoit notamment la création d'un écoquartier conçu selon les principes de la ville en 15 minutes et qui comporte notamment 110 logements locatifs abordables ainsi que des espaces communs et une offre de services locaux de proximité. Et la phase 2 qui est en développement, qui consiste notamment à mettre en valeur le site de l'église Saint-Enfant-Jésus en bordure du fleuve et de la place du village, afin de redonner une nouvelle vie à cet ensemble institutionnel. Là également, on va parler plus longuement de ce projet spécifique au secteur du vieux Pointe-aux-Trembles. Et pour terminer, notre dernier invité, Martin Vinette, qui est directeur général des voies culturelles des Faubourgs. Alors lancé en 2023, en mai 2023, le quartier culturel des Faubourgs est un projet qui répond aux demandes des acteurs et actrices du milieu culturel de l'Est de Ville-Marie. S'étant accéléré au cours des dernières années, le déploiement du projet a été possible grâce aux efforts structurants, notamment de l'arrondissement Ville-Marie, via des budgets spéciaux, un plan d'action, du soutien ou encore de l'accompagnement. C'est un travail de longue haleine qui a été porté par différents acteurs du milieu et qui a permis notamment la création d'un comité en charge de veiller au déploiement du plan d'action du quartier culturel des Faubourgs. On va parler de l'organisation de ce comité, qui est porté par Voix culturelle et qui est composé de 11 membres, dont 7 qui ont été élus lors d'une soirée dédiée au lancement du projet. J'ai essayé d'être succinct pour
qu'on ait le maximum de temps afin de discuter ensemble. Et on plonge dans la discussion directement avec une première question. Vous avez tous un micro. On va essayer de construire ensemble une meilleure compréhension de ces modèles de revitalisation culturelle, revitalisation du territoire. Donc, libre à vous de répondre à cette grande question de façon volante. On va essayer d'avoir une vraie discussion ici et de ne pas vous présenter succinctement les uns à la suite des autres. La première grande question: comment la collaboration entre toutes ces parties prenantes qui sont impliquées dans vos projets permettent notamment de déployer la culture sur les territoires? Et comment se fait l'intégration de ces acteurs au cœur de vos projets respectifs? Est-ce que je proposerais à Paul Hugot d'ouvrir la discussion? Bien sûr. Bonjour tout le monde, merci Nadim, merci à Culture Montréal pour l'invitation. C'est apprécié de pouvoir justement parler du corridor, une initiative qu'on développe depuis 2 ans maintenant au sein de MR63. Quand on parle de créer quelque chose d'aussi ambitieux que culture et aménagement d'un quartier et vie d'un quartier, c'est pour ça qu'avec le corridor, on parle non pas d'un projet, mais d'une initiative, parce qu'on veut réunir les gens autour de l'idée de la vision du corridor, qui est donner une impulsion culturelle, faire de la culture le moteur du redéveloppement de ces quartiers-là, notamment Griffintown. Et puis Griffintown, je pense que vous connaissez un petit peu le quartier, mais il y a énormément de disparités, en tout cas peut-être de contradictions, en tout cas. C'est que c'est un quartier anciennement très industriel, c'est le berceau industriel du Canada avec le canal de la Chine, puis ça devient un quartier, comme beaucoup de nouveaux résidents ou habitants recherchent un peu à la torontoise ou la new-yorkaise. Comment on garde ce sentiment d'identité et d'appartenance à ce genre de nouveaux quartiers-là? Nous, on pense que justement, c'est la culture, c'est la création de lieux de réunion et de rassemblement où la culture a son accroche. Puis, donc, on a réuni tous les acteurs qui pouvaient s'impliquer là-dedans. En tout cas, on tente de tous les réunir et on leur parle tous. Ça prend évidemment l'arrondissement du Sud-Ouest et leurs différents services, urbanisme, culture. Ça prend la SDC des quartiers du Canal. Ça prend les acteurs économiques du quartier, les promoteurs, les commerçants, les acteurs culturels, évidemment. Il y en a beaucoup qui sont aussi très différents. Il y a le New City Gas, qui est une boîte de nuit, un club, mais aussi une galerie NFT, donc qui porte aussi une vision des arts numériques, mais 1700 La Poste, la Fonderie Darling, qui sont des acteurs historiques. Puis enfin, les autres acteurs institutionnels avec qui on essaie de travailler, Parc Canada, par exemple. Cette année, on a pu lancer un partenariat avec eux. Le corridor n'ayant pas de lieu physique à exploiter, il va chercher ces lieux-là. Donc ça se passe avec Parc Canada et l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc on a pu créer un nouveau lieu événementiel qui s'appelait les Quais du Bain-Saint-Pile. On a pu avoir 62 000 personnes tout l'été. Puis là, dans le cadre de notre festival qui s'est terminé il y a une semaine, on a justement exploité les bords du canal de la Chine pour les transformer en lieu de rassemblement et de culture. Donc au fond, pour synthétiser, c'est vraiment cette idée de faire adhérer et fédérer autour de la vision et de l'initiative du corridor pour ensuite l'amener plus loin et avoir un impact encore plus important sur ses citoyens et ses habitants. Merci Paul Hugot. Est-ce qu'on continue avec Stéphane? Oui, je peux prendre la balle au bon. En fait, la Société de développement Angus, vous la connaissez peut-être, mais on est un promoteur immobilier, mais un promoteur immobilier non conventionnel. On est une entreprise d'économie sociale. Donc, notre objectif, c'est d'optimiser les retombées pour la collectivité et non pas l'enrichissement individuel. Alors, ce qui est important, surtout dans le projet de revitalisation qu'on a mis en place à Pointe-aux-Trembles, c'est qu'on n'est pas arrivé avec un projet, on est arrivé avec une attitude de sensibilité, de responsabilité par rapport au milieu. Alors, on arrive dans le territoire en étant ouvert, en s'intéressant au milieu, et ça s'est traduit par des gestes concrets dans la phase de conception, de planification du projet, qui fait en sorte qu'on est capable de développer, et c'est notre objectif, un projet qui est fortement ancré dans l'identité locale. Et c'est ce qui fait en sorte que ce projet-là peut être un projet distinctif, un projet qui ressemble aux gens parce qu'il est conçu avec eux. Il s'inscrit dans l'histoire, dans l'évolution du quartier. Et ça fait en sorte qu'on a un projet à terme, on va avoir un projet qui va être authentiquement pointelier. Et donc, ça va favoriser
l'appropriation citoyenne. Je peux donner quelques exemples là, sur ces éléments-là qui sont apparus au fil du projet dans cette posture-là. En fait, un élément important qu'on a mis en place, c'est que le premier mandat qu'on a donné dans ce projet-là, c'est une analyse historique pour justement bien comprendre d'où on part, quelle était l'histoire du quartier, son évolution. Et assez rapidement aussi dans le processus, on a intégré des gens du milieu, on a créé un atelier de réflexion sur l'identité pointelière. Et c'était la première rencontre, et c'était volontaire, la première rencontre à laquelle les architectes ont assisté quand on les a engagés. Donc, avant même qu'ils commencent à réfléchir sur le projet, on voulait qu'ils soient inspirés par ce qu'est le milieu, qui sont les gens, c'est quoi l'histoire du quartier. Et donc, on les a contaminés avec ça dès le début, d'une certaine façon. Alors, avec des représentants du milieu, des partenaires, des citoyens, on a fait une demi-journée de réflexion sur l'identité pointelière pour qu'on puisse bien la cerner et donc pour qu'on puisse s'en inspirer dans la conception du projet. Alors, c'est un exemple. Après, au fil des étapes de développement du projet, quand on a complété l'acquisition, on a rapidement mis en place un projet d'occupation transitoire avec notre partenaire Entremise. Et ça a permis d'emblée, dès le début, d'ouvrir le projet aux citoyens. Il y a eu un lieu de rendez-vous physique dans le quartier. Donc, c'était un endroit pour accueillir les gens, accueillir les idées, mieux comprendre les besoins et marquer en même temps le renouveau qui s'amorçait, l'amorce du développement d'une nouvelle communauté dans le quartier. On a choisi aussi, pour marquer le début du projet, d'engager un artiste à travers MU pour réaliser une murale sur le bâtiment dans lequel on a fait un projet d'occupation transitoire. Donc, c'était une première action pour intégrer une intervention artistique dans le projet. On a choisi une artiste du quartier, encore là, donc dans cet esprit d'être toujours sensible et travailler avec les gens du milieu. Et au fur et à mesure, on a été aussi ouvert à toutes les opportunités qui pouvaient se présenter dans le quartier, justement pour que le projet soit imprégné de ce qui se passe, du dynamisme des gens du quartier, pour qu'on réussisse à lui donner la couleur qu'on souhaite. Et ça m'amène à parler de la deuxième phase, parce qu'on a eu l'opportunité d'acquérir l'église Saint-Enfant-Jésus. Donc, M. Etier, je ne sais pas s'il est encore là, mais on a acheté un parvis d'église. Et on l'a acheté parce qu'on souhaite qu'il demeure un parvis d'église, donc qui conserve ce rôle-là, cette vocation-là dans le quartier. Mais ça nous permet aussi, encore là, d'ouvrir à plein de possibilités. Et on a choisi aussi, on a souhaité avoir une occupation transitoire dans l'église. Donc, à partir du moment où on est devenu propriétaire au jour 1, il y a une organisation culturelle qui est venue s'installer dans l'église, qui s'appelle la Compagnie des Autres, qui est en fait une entreprise d'économie sociale qui offre des services à des artistes en art du cirque. Alors, c'est devenu un lieu de création depuis près d'1 an. Et donc, déjà, d'entrée de jeu, et donc la Compagnie des Autres est dans l'espace et participe à la vie de la communauté avec les organisations qui étaient déjà présentes dans le territoire. On a mis en place des partenariats aussi avec le marché public, avec d'autres organisations dans le quartier, pour faire en sorte que, comme je le disais tantôt, la communauté se développe au fur et à mesure. On n'a pas encore commencé à construire, mais déjà, il y a une nouvelle communauté qui est en construction, qui est en devenir dans le quartier à travers cette approche-là d'ouverture, de sensibilité. C'est super intéressant parce qu'on réalise qu'au cœur de ces questions de revitalisation, on a un territoire, on a une identité qui est forte, on a même un passé historique. Et autour de ce territoire-là, on a une communauté qui est variable. Ce qui est intéressant dans vos projets, c'est la place que vous laissez au vide, aux usages transitoires et au lien qu'on peut faire entre culture et transitoire, culture et expérimentation. Je vais poursuivre la conversation avec Stéphanie parce qu'il y a quelque chose de très spécifique aussi au territoire d'Annecy, notamment les 3 secteurs sur lesquels vous intervenez. Donc je vous donnerai la parole pour nous parler en particulier de cette mobilisation très spécifique au territoire d'Annecy. C'est quoi son histoire? C'est quoi ça? Tout ça. Tout.
Oui, donc le territoire d'Annecy-Cartierville, c'est un territoire qui est assez vaste d'est en ouest. Alors, à l'est, la frontière était au boulevard Saint-Michel et à l'ouest, on va presque à l'autoroute 13. Donc, on a l'autoroute 15 qui sépare deux quartiers, puis ça va quand même presque au bois de Saraguet. On est un long territoire. Donc, un territoire hétérogène, un territoire avec différents quartiers qui ont chacun une saveur différente, qui ont des réalités différentes. Puis, il y a eu une forte volonté de l'arrondissement de développer la culture dans les quartiers, de développer une culture de proximité. Alors, dans l'arrondissement, on a une seule maison de la culture, vous y êtes. Donc, on a un cœur, je vais citer Dominique Taillon, notre conseillère en planification, un petit cœur qui bat. Alors, on a un petit cœur qui bat ici, autour de Fleury-la-Jeunesse, autour de la maison de la culture, de la bibliothèque, qui était en fait le quartier culturel qui allait de soi. Dire, ah ben oui, bien sûr, il se passe tellement de choses ici, il y a plein d'organismes, tout était là, tous les ingrédients nécessaires pour construire un quartier culturel étaient déjà présents. Il suffisait d'ouvrir les bras et de les rassembler. Dire, allez, et ça commençait déjà de toute façon. Alors, c'était le premier. Puis ensuite, on a Cartierville qui est à l'ouest de l'autoroute, qui a une autre réalité. Donc, on a décidé d'aller implanter un petit cœur qui bat à Cartierville et un autre au district central là, qui est proche de l'autoroute 15, marché central, qui a trois réalités complètement différentes. Et puis, notre projet, il faut dire, là, c'est un projet qui est en démarrage. Donc, je peux vous parler de comment on arrive, mais il faudra revenir dans quelques années pour voir qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Donc, puis le désir de se rapprocher des gens, mais ça a fait en sorte que il a fallu aller consulter. Donc, vraiment, la collaboration, c'est le cœur des quartiers culturels parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. C'est sûr que si l'arrondissement décide, bon, ben là, on va aller augmenter la culture dans tout l'arrondissement d'un coup, c'est impossible. Donc, il faut travailler avec les autres organismes qui sont là et qui prennent chacun des initiatives déjà. Dire, bien, rassemblons nos initiatives, travaillons ensemble, puis voir jusqu'où on pourrait bien aller. Donc, ça a été un processus en étapes pour impliquer les citoyens, impliquer les organismes en amont, de ne pas arriver avec un plan et dire, voici, mais bien, faisons partie du plan tout le monde ensemble. Donc, des consultations citoyennes, sondages en ligne, kiosques dans des événements pour vraiment aller chercher l'essence. Comment vous voulez, où est-ce que vous vivez votre culture? Quel lieu public est-ce que vous fréquentez? On demandait aux gens, qu'est-ce que vous rêvez? Quel genre d'activité culturelle vous aimeriez? On a compilé tout ça. Ensuite, on est allé à la rencontre, on a invité tous des partenaires, puis des partenaires, on a des partenaires naturels, des partenaires culturels, les organismes communautaires avec lesquels on travaille souvent, mais ça nous a aussi permis, les quartiers culturels, de dire, bien, on va se permettre d'aller inviter des partenaires un peu improbables. On va aller demander aux sociétés de développement commercial s'ils ne voudraient pas s'asseoir avec nous. On va aller demander à nos collègues, notre collègue en urbanisme, je pense que tu pourrais venir t'asseoir à la table avec nous pour discuter de la culture au district central. On est allé demander, on a ouvert la porte à des artistes, des organismes culturels, mais aussi aux artistes individuels qui habitent sur le territoire. C'est devenu un peu une porte d'entrée pour eux de dire, bien, voulez-vous vous impliquer un peu plus dans le territoire, votre territoire où vous habitez? C'est une occasion pour nous d'aller à la rencontre de nouveaux artistes là, qu'on découvre au fur et à mesure qu'ils habitent sur le territoire, puis de rassembler tous ces gens-là ensemble pour développer une vision. Donc, il y a eu un atelier pour développer une vision commune et spécifique à chacun. Parce que plus on avançait dans les consultations, plus on se rendait compte des différences. Même si on est un seul arrondissement, on a trois secteurs qui ont vraiment des réalités spécifiques. Puis il a vraiment fallu adapter chacune des étapes. On ne pouvait pas prendre une recette puis aller la mettre d'un quartier à l'autre. C'était vraiment une découverte de la spécificité de chaque quartier. On va garder un peu de crunchy pour la suite. Parce que dans la différence, on découvre aussi certains enjeux en termes de collaboration et de gouvernance, mais c'est la deuxième partie de la discussion.
Et je vous invite aussi à nous poser des questions au regard de ces questions de collaboration, de spécificité des acteurs en fait, qui collaborent autour de la table. Et tu le dis si bien, lorsqu'on parle de territoire, lorsqu'on parle d'acteurs, la culture, c'est aussi un agent liaison pour pouvoir réunir tous ces acteurs au profil varié. On va terminer ce premier tour de parole avec Martin. Je pourrais t'orienter, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur l'histoire forte du quartier des Faubourgs, la mobilisation qui est forte autour de ce quartier-là. Mais tout à fait. En fait, c'est vraiment la question de culture qui est le liant d'un quartier qui contribue à son identité ou en fait soit à la développer ou à la renforcer. Dans le cas du quartier culturel des Faubourgs, c'est, disons, l'aboutissement, pas la finalité, j'ose espérer, l'aboutissement du dynamique socio-culturel qui s'établit dans l'est de Ville-Marie depuis les années 60. Et là, pour certains, vous allez vous dire de quoi ils parlent, mais en fait, c'est simplement que à partir des années 50-60 jusqu'à 70, il y a une dévitalisation socio-économique de ce quartier-là, donc une dévalorisation et un côté défavorisé. Ça devient aussi une artère, une voie de passage très utilisée par tout le monde, sauf les gens de ce territoire-là, ou quasiment. Donc, avec un trafic qui est à 98% qui vient de l'extérieur du quartier. Ça crée aussi, ça sème les graines pour que des artistes, des créateurs qui sont dans des situations plus précaires viennent trouver des lieux d'accueil qui sont, on ne se le cachera pas, à loyer modique ou vraiment pas cher. Et à partir des années 80, ça installe une dynamique justement d'implantation de théâtre et d'ateliers d'artistes. Et tout ça va mener à une concentration de plus en plus forte d'artistes et de créateurs qui fait de ce territoire-là, en fait, une des deux plus grandes concentrations d'artistes et créateurs au Canada. Donc, ça a vraiment créé la personnalité du quartier ou reforgé la personnalité du quartier, toujours dans une logique quand même avec une pauvreté soit extrême ou disons quand même assez grande, et avec justement cette coupure géographique. Dans les décennies à venir, il y a énormément d'acteurs culturels qui font des pressions, notamment la création de l'organisme que je dirige, Voix culturelle des Faubourgs, est liée à ce genre de demande-là, ce genre de besoin de se concerter, de rassembler, de se faire écouter, de mettre le mot culture dans la bouche des dirigeants, qu'ils soient publics ou privés. Et à partir des années, principalement, je dirais peut-être des années 2010, même si ça vient avant, il y a vraiment cette idée-là de comment on peut concentrer une vitalité, un dynamisme à travers un projet porteur qui devient, en fait, qui peut devenir, s'il n'est pas déjà le moteur du développement économique et social d'un territoire, donc un quartier culturel. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que souvent on peut se dire, quand on fait des ateliers, quand on fait des rencontres de l'idéation, il y a toujours l'idée que, OK, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont y participer? Est-ce qu'on va vraiment avoir un assentiment de la société civile? Est-ce qu'on va avoir une vraie adhésion? Et ça, c'est peut-être issu de notre enfance dans l'idée collective. Là, je ne me fais pas psychologue, là, fort heureusement pour tout le monde, mais vous vous rappelez sûrement de contes où on parlait d'une soupe qui était créée, que tout le monde voulait manger, mais personne ne voulait participer. Et on peut se dire, non, personne ne va travailler à ça, on va faire ça de notre côté. Eh bien non, c'est l'inverse. Ce qu'on voit justement, Stéphanie, tu le disais bien pour Hansik, puis nous aussi, on le voit très bien, c'est qu'il y a une forte mobilisation des acteurs, quels que soient les mécanismes de consultation, les gens veulent faire partie de la conversation. Et ce n'est pas parce qu'il y a un contrat qui vient au bout, c'est simplement parce que c'est dans leur ADN, c'est dans leurs valeurs, c'est dans leur modus operandi. Et nous, on a vraiment la chance d'avoir des partenaires centraux qui sont extrêmement clairvoyants, que ce soit des institutions publiques, donc au niveau de l'arrondissement Ville-Marie, ils sont par là, je les salue, mais vous savez qui vous êtes. Et donc au niveau de l'arrondissement, au niveau évidemment des élus, mais aussi au niveau de partenaires d'institutions plus privées, autant au niveau des lieux de diffusion que de différents artistes qui sont établis, même différentes compagnies de création. Et au moment où on a commencé les consultations pour que, ça c'était un peu avant mon arrivée à l'organisme, qui est les consultations pour le plan d'action pour un quartier culturel dans l'est de Ville-Marie, non très court, eh bien, à ce moment-là, il y avait énormément d'acteurs qui ont été mobilisés. Ça a amené justement à la création de ce plan sur 5 ans avec 6 axes, 49 actions. Et à terme, certaines des actions étaient d'avoir une dénomination,
d'avoir une identité visuelle et de développer un modèle de gouvernance. Je ne vais pas parler de la gouvernance, mais simplement pour dire que il y a eu une autre série d'ateliers pour se poser ces questions-là. Et on a eu environ 80 participants. On a eu une demi-douzaine de rencontres pour se poser ces questions-là. Vraiment une très belle mobilisation et on sent que cette adhésion-là, elle est pas forcée. Et je pense que c'est la richesse de projets, de concertation, de consultation, c'est quand on sent qu'on découvre d'autres partenaires, mais qui sont vraiment, ils sont all-in, excusez-moi l'anglicisme, ils sont vraiment très ouverts à cette dynamique-là parce qu'en réalité, c'était ce qu'ils attendaient. Bon, pas seulement notre projet, l'ensemble des projets. Merci. Petit point sur le temps. 10 minutes avant la période de questions, c'est parfait. 10 minutes pour parler de gouvernance, c'est trop peu, mais on va prendre l'angle du territoire pour parler de la gouvernance. Et je serais très curieux de vous entendre sur la façon dont vous, avec vos réalités respectives d'organisation, vous abordez ces questions de gouvernance en lien avec la revitalisation du territoire. Grosse question. C'est quoi les enjeux spécifiques à la gouvernance lorsqu'on parle de revitalisation? Quel est le lien avec la culture lorsqu'on parle de gouvernance? Est-ce qu'on serait même amené à parler de gouvernance partagée lorsqu'on a des maillages qui sont très tissés dans le cas de certains de vos projets que vous présentez ici? On repart dans la même loupe, à moins que quelqu'un veuille prendre la balle au bon. Je vais relancer le bal. Okay. C'est une très bonne question pour nous parce justement, on est encore une initiative et puis on est en train de maturer vers une organisation, une OBNL. Donc le processus de créer une gouvernance, il est en cours au corridor culturel et c'est de comprendre qui est prêt justement à y participer. Puis Martin, tu parlais justement avec les efforts, la concentration finalement, la concentration des efforts dans une initiative. Je pense que c'est ça qui est recherché à travers le corridor. Puis là, il faut passer la step de on collabore, on a un intérêt on prend part à cette initiative-là et puis finalement qu'elle dépasse juste l'action de notre OBNL. En fait, on parlait beaucoup de vision, de concertation. En 2 ans, la vision du corridor a quand même beaucoup évolué. Puis c'est ça qui est fascinant à voir, c'est qu'on essaye de la faire évoluer par rapport aux besoins et aux intérêts de chacun, tout en gardant une ligne directrice. Donc en fait, la gouvernance, ça va être par rapport à trouver les acteurs qui sont prêts à se mobiliser. Puis je pense que la particularité du corridor, c'est de s'adresser aussi bien justement aux communautés locales, à l'aspect plus social et communautaire, jusqu'au niveau économique et les acteurs économiques, dont les promoteurs immobiliers. Justement, ça, c'est un des vrais axes pour nous de développement, c'est-à-dire vous avez construit le quartier, puis maintenant que vous l'avez construit, il faut vous en occuper. Et donc, on essaye de les convaincre, en fait, d'une certaine manière, de s'impliquer, pas de manière, comment dire, à vouloir gagner quelque chose, mais à contribuer. Donc la gouvernance, je pense à partir de l'année prochaine, on va vraiment lancer cet exercice-là pour réunir tous les acteurs dont je vous parlais, SDC, acteurs culturels, table de quartier, à bien comprendre et puis créer derrière des comités qui vont pouvoir nous appuyer sur l'action de programmation, mais aussi l'action de concertation. Ça, ce qui est assez essentiel. Voilà. Merci. Ben, je peux poursuivre, en fait, si on continue dans le même cycle que tout à l'heure. En fait, de notre côté, il y a 2 éléments en fait, à considérer. Il y a d'abord la gouvernance de projet et la gouvernance que je vais appeler plus pérenne. Dans la gouvernance de projet, ce qu'on s'est appliqué à faire dans le quartier Pointe-aux-Trembles, c'est de travailler étroitement avec les organisations locales, donc à créer des partenariats, à travailler en concertation, non seulement avec l'arrondissement, mais aussi avec les organisations locales qui étaient déjà présentes sur le territoire, pour faire en sorte qu'on puisse les intégrer, dans le fond, qu'ils deviennent des acteurs de changement également, et que ça puisse faire en sorte que, d'une certaine façon, il y a déjà l'amorce de l'appropriation, comme je disais tantôt. Dans notre cas, à nous, on parle de projet immobilier, donc déjà d'emblée, il y a des portions de projets, notamment au niveau des logements abordables,
qui vont être pris en charge par une organisation locale, la Corporation Mainbourg, qui a déjà un parc immobilier de logements locatifs, social et abordable. Donc, en fait, ils vont devenir propriétaires de ces logements-là. Au niveau commercial, par exemple, et probablement au niveau culturel, le type de gouvernance qu'on veut mettre en place, c'est de travailler avec l'idée de la fiducie d'utilité sociale. Donc, on a déjà, nous, le groupe Angus, mis en place sur le site Angus une fiducie d'utilité sociale dont l'objectif est de pérenniser à jamais la vocation d'un espace, dans ce cas-ci, des espaces dans des projets immobiliers, mais ça peut être aussi des espaces extérieurs. Et l'idée, c'est ce qu'on va avoir cherché à faire pendant la réalisation du projet, c'est-à-dire à créer un projet fortement ancré dans l'identité locale, par exemple, en implantant des activités culturelles ou en choisissant des commerces locaux, indépendants, plutôt que des chaînes pour qu'on soit dans l'identité locale, mais que ça puisse perdurer dans le temps. Donc, on sort, dans le fond, les immeubles d'un marché spéculatif et on les verse dans une fiducie d'utilité sociale pour faire en sorte qu'ils puissent, que ça puisse faire en sorte de conserver cette vocation-là et surtout l'objectif d'optimiser les retombées pour la communauté. Est-ce que, question de précision, est-ce que la fiducie d'utilité sociale serait une des avenues pour se sortir des préoccupations économiques lorsqu'on parle de culture? Est-ce que ça nous donnerait plus de place pour une programmation culturelle, plus de place pour des acteurs qui ont certains enjeux lorsqu'on parle de revitalisation? Je ne suis pas certain que c'est une solution en soi parce que ça reste quand même un outil immobilier, donc il faut que le montage financier fonctionne, mais c'est une façon de, comment je pourrais dire, mettre les conditions en place pour assurer une pérennité aux nouvelles vocations qu'on veut donner dans le territoire et notamment au niveau culturel, parce que, bon, je n'ai pas élaboré tantôt, mais ce qu'on cherche à faire, c'est que l'occupation transitoire dans l'Église puisse devenir permanente. Et donc, on va développer la gouvernance en conséquence pour faire en sorte que ça puisse durer dans le temps. Et on l'aborde dans l'esprit que ça demeure un espace de création, mais on veut aussi qu'il y ait de la diffusion culturelle pour faire en sorte que ça soit un espace qui puisse être réapproprié par les citoyens du quartier, qui puissent avoir accès à cet espace-là, à travers non seulement des activités culturelles, mais aussi une programmation riche et diversifiée, qui pourrait inclure des activités communautaires également dans la programmation. Merci. Stéphanie ou Martin? J'ai des questions spécifiques pour vous, à moins que vous soyez inspirés. Mais Stéphanie, dans votre cas, vous êtes un acteur municipal et il y a des enjeux super intéressants à aborder lorsqu'on parle de gouvernance. Peut-être qu'on pourrait poursuivre là-dessus. Puis, en fait, on essaie d'éviter le piège que les plans de démarrage deviennent les plans de la ville. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas que ce soit le plan de l'arrondissement pour nos partenaires. On veut que ce soit le plan du quartier. On veut que ce soit le plan de tous. Donc, comment transférer un peu l'appartenance et la responsabilité à un collectif? Bien, on a choisi, encore une fois, d'aller à petits pas, d'aller simplement, puis d'observer les structures existantes, parce qu'il y en a. Il y a des structures de fonctionnement dans chacun des quartiers. Puis on a privilégié de se greffer à l'existant plutôt que d'aller créer une autre structure supplémentaire. Et dans les ateliers, c'était clair. Là, je parlais la question était posée, puis dès qu'on parlait de structure, les gens venaient avec des gros yeux, puis ils reculaient physiquement dans le fond de leur siège. Donc, c'est un symbole, c'est assez clair qu'il n'y avait pas un grand désir de créer de la structure. Donc, dans un des quartiers, dans le plan de quartier-ville, le secteur communautaire est très fort, très concerté. Ils ont déjà un comité qui s'appelle Vivre ensemble, c'est magnifique. Et on va aller se greffer, le quartier culturel va se greffer à ce comité-là pour ne pas créer une structure lourde. Au district central, on a des acteurs qui sont très forts, dont la SDC. Bonjour, ils sont là. D'ailleurs. Donc, on va travailler avec eux pour avoir des comités thématiques, un comité programmation, un comité soutien aux artistes, avec des acteurs forts qui vont nous aider à avoir ce leadership-là. Et dans Fleury-la-Jeunesse, bien, on a la Maison de la Culture, la bibliothèque qui ont déjà un leadership, donc on se greffe à tout ça. Donc, on vient vraiment tenter d'avoir une structure qui est souple, une structure qui est ouverte,
puis une structure qui va évoluer dans le cours de la prochaine année, parce que là, les acteurs n'ont pas encore vu les plans de démarrage en version finale. Là, je leur amène ça dans les prochaines semaines. Donc, on commence le travail, puis on veut se laisser de la place pour que les idées structurelles puissent évoluer en même temps qu'on commence à travailler, pour ne pas se barrer trop vite. Si on va un peu plus loin, un arrondissement qui veut se doter d'une structure souple, ça marche comment? Comment est-ce qu'on justifie ça? Fais attention à ce que je dis. Hein? Oh là là, c'est filmé en plus. Mais c'est justement en ayant des actions. Là, on a un plan avec beaucoup d'actions. On va déléguer. Il y a des responsabilités qui vont aller à d'autres acteurs. En ce moment, il n'y a pas vraiment d'argent en jeu. Ça simplifie beaucoup les choses. Alors là, si l'argent arrive, là, il va falloir avoir des discussions plus sérieuses sur la structure, mais c'est vraiment une volonté de collaboration, puis qu'il y ait des initiatives qui viennent de l'extérieur, des projets qui vont être portés par peut-être par d'autres partenaires, qui vont peut-être se faire sans même l'intervention de l'arrondissement. C'est notre souhait vraiment qu'on fasse partie de la table, qu'on soit autour de la table, qu'on fasse partie prenante, mais que le leadership soit partagé ou soit délégué pour que ce soit le quartier culturel des gens du quartier et non pas le quartier culturel de la ville. Donc, puis on est dans l'expérimentation. On va voir où va la zone de confort au fur et à mesure. Puis on est vraiment dans l'idée de prendre une petite bouchée à la fois pour pas créer un monstre. On crée des petites structures fluides, puis on voit où ça nous mène dans la prochaine année. Merveilleux. Avant de donner la parole à Martin, il nous reste moins de 5 minutes. Je vous invite à préparer vos questions, si vous voulez rebondir là-dessus. Martin, on continue là-dessus. Les questions de structure, de souplesse, en particulier dans votre projet, ça me semble super intéressant, notamment le lien qui existe entre les quartiers et l'arrondissement de Ville-Marie. Je serais curieux que vous puissiez nous en dire un peu plus là-dessus. Ben, en fait, je vais essayer d'y aller très rapidement. Pour ceux qui me connaissent, c'est impossible. Mais Stéphanie, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis au niveau autant de... c'est pas le plan de l'arrondissement, c'est le plan qu'on veut qu'il soit partagé, développé par tous, mais aussi qu'il soit pris par le milieu. Donc, ça pose vraiment la question de, oui, à un moment que c'est top-down, mais c'est pour vraiment implanter une dynamique et faire en sorte que ça devienne bottom-up. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que nous, je pense qu'on vit cette transition-là présentement qui est vraiment... qui est demandante, mais vraiment... je parlais tout à l'heure, justement, à nos partenaires du terme grisant, dans le sens de... Comme quand on est dans un état second, un peu d'être sous, donc on est dans quelque chose de vraiment agréable et euphorique, mais en même temps, où est-ce qu'on est exactement? Donc, il y a ça que je trouve qu'il y a cet élément-là qui est agréable, mais rapidement, vous voyez, je parle beaucoup, c'est l'autre aspect que je trouve qui est bien, c'est, tu parlais vous n'avez pas encore parlé d'argent. Bien, c'est normal, ça arrive à un moment donné, puis on se dit, bon, l'argent pourrit tout, mais pas nécessairement. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout d'établir des dynamiques et renforcer ces dynamiques-là avant même de poser la question de la pièce. Parce que ça fait en sorte que les maillages vont être forts et qu'après ça, bien, il y a des questions de confiance qui sont déjà établies. Il y a des questions de compatibilité, d'imputabilité aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment important de passer ces étapes-là. C'est même pas un mal nécessaire. En fait, c'est vraiment une façon de bien développer les choses. De notre côté, en fait, donc la mobilisation des parties prenantes, là, je le disais avec ma métaphore de la soupe là, tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui était inhérent au projet. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on sentait que chacun, comme je disais tout à l'heure, pas nécessairement pour développer son projet, pousser son idée, mais voulait être impliqué en termes de mobilisation créative et citoyenne. Et ça fait en sorte que, on se disait, pour créer un comité du quartier culturel, ça ne peut pas être en vase clos. Donc, on essaie d'ouvrir le plus possible et on a créé, enfin, on a pensé à un comité, donc avec tous nos partenaires, qui allait être justement plus paritaire, plus équitable, avec des membres, disons, des sièges plus, pas permanents, mais non nommés, enfin, plutôt nommés, pas non élus, autant de nous que l'arrondissement, que d'autres partenaires communautaires, mais avec un nombre majoritaire de partenaires élus, de membres élus qui viennent que ce soit des artistes, des citoyens, je devrais dire des citoyennes dans ce cas-là, et des organismes culturels. On a aussi un diffuseur culturel et quelqu'un du secteur commercial, vraiment dans le but de
mettre en avant ces pratiques-là, ces modes de pensée-là. Et l'idée, c'est de faire en sorte que le plan qui est développé, qui est franchement super intéressant, que ça soit vraiment le point de départ, que ce ne soit pas la finalité. Donc, qu'on puisse s'en servir pour consolider les actions qui sont dedans et le faire évoluer vers quelque chose qui... Donc, c'est un plan quinquennal. Normalement, c'est jusqu'en 2026, mais le faire avancer pour que ça soit un autre 5 ans ou plus et que ça consolide des dynamiques. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci, Martin. Moins de 10 minutes, on va passer à la période de questions. Un micro volant, une main levée, la personne en bleu, la personne tout au fond là-bas. Et il y a aussi Ici, des un questions troisième, sur le des Padlet. questions en Donc, ligne. peut-être que je prendrai... levez les mains, ceux qui ont des questions. J'en prendrai les deux ici d'un coup puis pour pouvoir répondre. Puis après ça me permettra de me déplacer. Donc, je vous invite à faire des questions succinctes. OK. Bonjour, je m'appelle Christelle Holliday. J'étais curieuse et c'est surtout une question, mettons, pour Stéphanie, mais potentiellement pour les autres. On parle beaucoup de culture ici, mais j'ai peu entendu le mot artiste. Et dans ce cas-là, ce que je me demandais à l'intérieur de ça, Stéphanie, pas toi personnellement, mais mettons l'arrondissement, quelle place est-ce que vous donnez, en fait, les artistes étant des ingénieurs de l'imagination, quelle place est-ce que vous donnez aux artistes même, à la genèse même d'un projet de développement? Merci. Je vais prendre la deuxième question immédiatement, puis on pourra répondre, monsieur. OK. OK. C'est ça. C'est par rapport à la première phrase, culture et revitalisation du territoire, quel modèle envisager? Je me posais la question, où dans votre liste de modèles, vous mettez la participation citoyenne un peu comme exemple, par exemple, dans les hôpitaux, maintenant, il y a ce qu'on appelle les patients partenaires, où les gens qui sont déjà fait, comme mettons, couper un bras, ils accompagnent ceux qui se l'ont fait couper. Alors, les hôpitaux, maintenant, ils sont complètement gagnés avec ce concept-là de patient partenaire. Il pourrait peut-être y avoir le même concept à l'intérieur de la revitalisation du territoire, où il y a une participation citoyenne, mais bon, à inventer, mettons. Merci. Bien, oui, je peux peut-être commencer par répondre à la première question, mais je ne les ai pas nommés, mais les artistes ont... Les artistes font partie des consultations, font partie on a fait 2 séries d'ateliers pour mettre en place le quartier culturel et tous les artistes qui habitent sur le territoire qu'on connaît, et même, je pense qu'il y avait une invitation à se nommer, ont été invités et plusieurs ont fait partie des ateliers sur la vision du quartier culturel et sur les actions à prendre. On s'est aussi rendu compte que il y a des secteurs où il y a plus d'artistes et d'organismes artistiques qui ont pignon sur rue, entre autres dans Fleury la jeunesse, ils sont nombreux. D'autres secteurs où soit les artistes, on ne les connaît pas, où il y en a moins. Donc, c'est pas équitable sur le territoire. Là. Il y a des secteurs où il y a des artistes, mais ils font partie de la démarche. Ils nourrissent la démarche de manière magnifique. J'ai entendu des très, très belles choses venant des artistes parce que puisqu'ils habitent le territoire, ils ont un œil un œil particulier sur le potentiel des espaces publics, le potentiel des alliances, et ils vont continuer de faire partie du processus. On invite de manière large aux prochaines rencontres, et tous ceux qui voudront s'impliquer dans les comités vont pouvoir le faire absolument. J'aimerais peut-être faire un petit écho par rapport à ce que tu disais, Stéphanie, puis aux questions qui ont été posées. Je trouve que c'est intéressant. Il y avait à la fois le mot citoyen, le mot artiste. Je sais que on parle beaucoup justement de culture, mais ce qui est intéressant, c'est la double dynamique de ce genre de projet-là, de vitalité culturelle, de quartier culturel. On se dit d'un côté, on va vitaliser un quartier pour ses citoyens, pour ses usagers. Et donc, justement, c'est très bien d'avoir justement l'idée de comité d'usagers. C'est quand même quelque chose, moi, qui me parle beaucoup au niveau de la démocratie participative. J'ose espérer qu'on fait ça un petit peu avec notre projet, là, mais ça, c'est du bois à toucher. Mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est la question de la dualité que je disais
ce qu'on fait pour vitaliser un quartier pour sa population et les artistes. Les artistes qui sont évidemment des citoyens, mais qui peuvent se demander justement, bien, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Est-ce que le quartier va servir de moi ou je vais servir le quartier? Ou pas ce que ça peut me rapporter financièrement, mais vraiment qu'est-ce que ça peut me rapporter humainement? Est-ce qu'on veut que je sois là pour animer ou est-ce qu'on veut que ce quartier-là m'anime? Et ça, je pense que c'est important de garder les deux objectifs en tête parce que c'est comme ça qu'on peut gagner en adhésion, mais surtout éviter qu'il y ait une perte de confiance d'un certain milieu qui pourrait se sentir instrumentalisé. Et ça fait avancer, ça rend les projets plus forts. Donc, c'était vraiment à ce niveau-là que je voulais rebondir. Je voulais rapidement rebondir là-dessus. Je relirai un peu comme Martin les deux, participation citoyenne et artiste. Contrairement à vous deux, je pense que Griffintown, on vient de plus loin. En fait, on a un tissu citoyen artistique à ressouder, en fait, parce qu'il y avait eu des résidences artistiques qui ont disparu justement avec le redéveloppement, et puis les artistes sont plus discrets, et puis le tissu citoyen communautaire de Griffintown est très dur à générer et à développer. Ça prend énormément d'efforts. On a mis en place justement un comité dit de voisins ou riverains en partenariat avec la SDC des quartiers du Canal, qui relie donc citoyens, habitants, artistes et aussi commerçants, pour justement qu'ils nous partagent finalement leur vision du quartier et comment ils aimeraient l'animer. Puis très souvent, pour être totalement transparent avec vous, des fois on cherche encore les bons modèles pour aller chercher des citoyens dans un quartier comme Griffintown, avec énormément de nouveaux résidents, nouveaux arrivants, même au Québec. Donc comment on fait pour les accueillir? On essaye de justement faire des initiatives comme ça pour les faire sentir chez eux dans un quartier qui se cherche encore. Alors, je déborde, je vais me faire chicaner par mon équipe, mais je vais prendre 2 dernières questions et je pourrais poser les questions du Padlet en conclusion. Des questions courtes, s'il vous plaît, et réponses courtes. Oui, bonjour. Quand on parle de culture, Jean-François Leclerc, on parle souvent au singulier de la culture, alors que je mentionne que l'éléphant dans la pièce, c'est souvent la culture anglo-américaine mondialisée. Alors, dans vos projets respectifs, est-ce que vous avez rencontré des résistances ou des incompréhensions par rapport à la vision de la culture que vous défendez puis que vous voulez implanter? Merci. Et je vais prendre la 2e question immédiatement. Manon Blanchette, présidente du comité de gouvernance du partenariat du quartier des spectacles. Alors, on a parlé de gouvernance, mais je n'ai pas entendu le mot éthique et je m'adresse particulièrement à Stéphane et à Martin. Lorsqu'on parle d'immobilier, parfois, il y a des investissements privés, mais j'ai entendu Martin qui disait qu'il fallait favoriser la collectivité, non pas le privé. Est-ce que vous avez un code d'éthique ou des démarches précises en ce qui concerne l'éthique? Merci. Donc, des réponses, si possible, succinctes et on conclura après. Bien, je peux peut-être répondre à cette question-là. En fait, c'est un peu dans l'approche, comme je le disais au début, dans la façon d'aborder le projet, dans la nature aussi de la posture, là, d'être sensible. C'est aussi une préoccupation qu'on a d'agir de manière éthique dans nos actions qu'on doit poser en lien avec non seulement les acteurs du projet, mais aussi avec les gens, les citoyens du milieu, dans la façon de réfléchir l'espace, dans la façon de le concevoir, mais aussi d'être conscient des impacts qui peuvent être causés par certains gestes, par certaines décisions, et de prendre le temps, justement, avant de poser un geste, de se poser des questions, d'interagir avec les gens pour bien comprendre l'impact que ça peut avoir, telle ou telle décision dans un projet, pour s'assurer qu'il y ait une préoccupation par rapport aux préoccupations des gens, justement, qui sont soit les gens qui sont plus concernés du fait de leur proximité avec les lieux d'intervention, ou d'autres qui sont un peu plus éloignés, mais qui souhaiteraient pouvoir être impliqués davantage dans le cadre du projet. Puis, au niveau de la gouvernance, juste pour compléter ce que je disais tantôt, un élément important, c'est que la gouvernance, c'est un outil. Hein, c'est un outil qui est au service des organisations dans le territoire. Nous, dans notre projet, on a plusieurs espaces dans un grand projet, à la fois dans la phase 1 et dans la phase 2. On a le site de l'église Saint-Enfant-Jésus, c'est un immense terrain qui fait 100 000 pieds carrés dans lequel on prévoit activer, si on veut, 8 à 10 espaces.
qui vont être pris en charge éventuellement par différentes organisations intervenantes, qui vont appeler aussi la participation des citoyens à différents niveaux, à différentes échelles, parce que ce sont tantôt des espaces extérieurs, tantôt des espaces intérieurs grandioses dans l'Église, tantôt des espaces intérieurs de réappropriation. Une ancienne écurie, par exemple, qui est un bâtiment qui n'est pas hivernisé, c'est un bâtiment patrimonial. Alors, il y a plein de possibilités qui amènent différents types de participation, de possibilités de participation, d'engagement. On a aussi favorisé l'implantation. Quand je disais tantôt, on s'intéresse moins au projet qu'être à l'écoute des opportunités du milieu. Il y a un organisme, Station Vue, qui s'était fait éjecter de son lieu dans le quartier Mercier-Est. Et ils nous ont abordé Angus pour les aider à se relocaliser dans le quartier Mercier-Est. On les a ouverts à la possibilité de venir s'installer à Pointe-aux-Trembles, sachant qu'il y avait déjà une salle dans l'édifice, le centre communautaire Houssin, qui était disponible, qui n'était pas pleinement utilisé. Et on a fait le lien, le maillage. Stéphane, ça a permis de créer. Je suis désolé. Oui. Je vais devoir t'inviter à conclure. Parce Ok, que le je vais temps file. Emmanuel est derrière moi. Oui, je vais conclure, mais en même moi. temps, pour faire des liens sur tout ça, c'est que ça a créé une appropriation citoyenne, c'est devenu un ciné-club, il y a des citoyens qui s'impliquent, qui sont rendus membres de l'organisme. Donc, c'est une façon aussi de susciter la participation à travers les différents sous-projets ou les différents lieux qui sont créés avec leur propre gouvernance. Pour la question sur l'art, les cultures, je pense que ça fait un bon lien avec le deuxième panel qui arrive juste derrière sur l'équité territoriale. Donc, on va laisser la parole à Emmanuel pour conclure. Bien, tout d'abord, je vous invite à remercier avec moi à la fois ton animation, Nadim, excuse-moi, et les panélistes.